Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La hausse des prix est partout, notamment partout dans les supermarchés. On en parle avec vous. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous êtes le co-auteur avec Pascal Loquiac et Dominique Méda de Une autre voie est possible aux éditions Flammarion. La hausse des prix est réelle. Elle était plutôt faible en décembre, plus 0,18%. En avril, elle est à 3%. Et ça se constate particulièrement sur le prix des denrées alimentaires. Alors j'ai quelques statistiques sous les yeux. Pour les pâtes, plus 15%. Pour la viande surgelée, 11%. Pour la farine, 11%. Bref, je pourrais continuer la liste. Mais on voit qu'on a affaire à des hausses des prix. L'explication, Éric Heyer? Il y a plusieurs explications. Il faut quand même repartir de la Covid. C'est-à-dire qu'on a eu en 2020 un choc de demande extraordinaire. C'est-à-dire que la demande s'est arrêtée, ou quasiment arrêtée. Et donc là, les prix ont baissé. On ne se souvient pas de ça parce qu'en fait, ce n'était pas très visible. Et même, on a vécu pendant à peu près 10 ans sans inflation. Et là, les prix ont baissé. Et vous voyez, même le prix du baril est même passé en négatif. C'est-à-dire, un jour, le prix du baril s'est vendu à moins 39 $. C'est-à-dire qu'il fallait... on pouvait même payer pour les producteurs. Il fallait pour se débarrasser de leur parce qu'il y avait des problèmes de stockage. De stockage, exactement. Et donc, les prix étaient extrêmement bas et plutôt faibles. Et puis, à partir de fin 2020 et début 2021, la demande est repartie très fortement parce que les entreprises aussi se sont dit il va falloir restocker une grande partie parce qu'on ne peut pas vivre avec des flux aussi tendus. Et donc là, la demande a très fortement augmenté alors que l'offre est un peu inélastique, c'est-à-dire que globalement, vous ne pouvez pas augmenter très vite votre offre. Et là, on a revu une flambée des prix qui est arrivée petit à petit. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi le prix du pétrole, admettons, est passé de 10 $ en 2020 et est revenu à 75 $ qui était son prix avant la crise. Et puis, puisque la demande était très forte, a augmenté jusqu'à 90. Et donc ça a augmenté un peu partout. Alors, on en reparlera pour les denrées alimentaires, parce qu'on comprend bien que l'Ukraine, par exemple, est productrice de tournesol. On parle énormément d'huile de tournesol. En ce moment, c'est devenu un sujet extrêmement commun. Pour le blé, on fait des pâtes avec du blé. Donc là aussi, on le comprend. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une sorte d'effet d'aubaine ou de spéculation un tout petit peu? Bien entendu qu'il y a un peu de spéculation sur un grand nombre de denrées liées à l'Ukraine et à la Russie. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est la spéculation ou est-ce que c'est de l'anticipation d'embargo et de grandes difficultés? Vous voyez, c'est difficile de faire la part des choses, mais effectivement, sur le pétrole, sur le gaz, aujourd'hui, on a du mal à comprendre le prix du gaz sans anticiper un embargo qui devrait arriver sur le gaz ukrainien et russe. Et donc, du coup, on se dit bien qu'il y a, entre l'anticipation et des spéculations, des hausses de prix qui sont déjà dans les cours aujourd'hui. Oui, parce que alors, sur les denrées alimentaires, on a un effet rareté, mettons. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a moins de tournesol, puisque la production ukrainienne est bien entendu difficile à acheminer, peut-être même à récolter dans un certain nombre de cas. Mais pour le gaz, pour le pétrole, il n'y a pas de diminution de capacité, il n'y a pas d'effet rareté. Les Russes peuvent continuer à vendre leur pétrole, sinon donc à l'Europe, du moins aux Chinois. Bref, il n'y a pas de raison de considérer que l'offre globale de pétrole est diminuée. Oui, mais il y a eu une demande supplémentaire. Enfin, vous voyez, le prix du gaz avait commencé à augmenter avant la crise ukrainienne. On était passé de à peu près 25 $ à 80 $. Et donc, du coup, il y avait déjà cette hausse qui était anticipée. Et par un effet de demande, encore une fois, c'est l'offre et la demande. La demande a fortement augmenté. Et du coup, il y a aujourd'hui l'anticipation que l'offre va diminuer. C'est vraiment de l'anticipation. Encore une fois, un baril aujourd'hui à 100 $, c'est pas non plus extraordinaire. On avait un baril en 2007 à 140 $. Donc, vous voyez, c'était complètement dans les domaines des possibles. Là, on anticipe un tout petit peu l'embargo qui va arriver, alors qui arrive sur le pétrole et qui va arriver sur le gaz. Donc c'est bien l'anticipation que la rareté va arriver, qu'il va falloir substituer ce gaz russe à un gaz qui vient d'ailleurs, qui est un peu plus cher, qui vient soit de Norvège, soit d'Algérie, soit un gaz de schiste américain. Et donc globalement, les prix vont devoir augmenter parce que la capacité et l'offre va diminuer. Donc c'est déjà un tout petit peu dans les prix. Mais il est certain que le jour où on passe réellement à l'embargo, notamment sur le gaz, là, les prix vont fortement augmenter.
Si on prend maintenant les denrées alimentaires, est-ce que le fait qu'il y ait des marchés internationaux avec des spéculations qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'état réel des marchés, on voit par exemple pour le blé, la France exportatrice de blé, il n'y a pas de problème de blé en France, est-ce normal que le prix des pâtes augmente de 15%? Alors, non, vous avez raison qu'il y a une partie qui est spéculation, mais quand vous regardez, tout ça est relativement contrôlé, dans le sens où on devrait tout de même... L'inflation aujourd'hui part d'un niveau de prix qui était faible il y a 1 an et demi. Donc, quand vous regardez le niveau aujourd'hui du blé, il s'explique. Et encore une fois, quand vous regardez que le niveau du prix, on retrouve des niveaux qu'on avait connus pendant la crise en 2011 ou en 2014 ou même en 2008. Donc, ce n'est pas le niveau qui est aujourd'hui... C'est-à-dire que si on avait fait attention, on aurait vu le prix des pâtes baisser, parce que vous avez raison, l'année 2021 a presque été intégralement négatif sur le plan de la hausse des prix, donc c'était une diminution des prix, mais les consommateurs le constataient peu. Non, alors, parce qu'après, donc ça, vous avez un niveau de prix, et après, il y a les distributeurs qui passent derrière et qui absorbent une partie des baisses, enfin, qui engrangent une partie des baisses ou qui absorbent une partie des hausses. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué de le regarder, et l'inflation, aujourd'hui, il va falloir s'en méfier. Parce que vous voyez, il est possible qu'aujourd'hui, l'inflation soit élevée parce que les prix sont beaucoup plus élevés qu'il y a 1 an, mais que ces prix restent élevés pendant 1 an, et donc on va nous dire l'inflation va disparaître parce qu'on va rester à des niveaux de prix très élevés. Donc attention à l'inflation, mais ce qu'il va falloir avoir en tête, c'est que le niveau de tous ces prix-là va rester élevé. Et en restant élevé, ça peut faire disparaître l'inflation puisqu'il n'y aura pas de progression de ce niveau des prix. Mais si les salaires n'augmentent pas, alors il va y avoir une différence assez importante entre les nouveaux niveaux de prix et les niveaux de salaire. Alors ça tombe bien parce que j'allais vous parler des salaires, Éric Heyer. Qu'est-ce qui peut se produire dans ces contextes-là? Parce que les plus âgés s'en souviennent, il y a eu des périodes d'inflation importantes. Dans ces périodes-là, les salaires évoluaient-ils? A-t-on affaire finalement à des augmentations mécaniques? Alors, il y avait à l'époque, effectivement, des chocs pétroliers, une indexation des salaires sur les prix. Chaque fois que les prix augmentaient, les salaires le suivaient et l'indexation était même unitaire. Bon, on a cassé cela au début des années 80 pour éviter ces spirales inflationnistes parce qu'on se rendait compte que lorsque les prix augmentaient, les salaires augmentaient. Quand les salaires augmentaient, les chefs d'entreprise répercutaient cette hausse de salaire dans les prix et ça n'en finissait plus. On arrivait à des inflations à 2 chiffres. Alors là, on a cassé cela. C'était un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on appelle la spirale salaire-inflation. C'était assez vicieux parce qu'effectivement, personne ne gagnait au bout du compte parce qu'on était toujours en train de chercher à rattraper le niveau des prix et les entreprises, le niveau des salaires. Il y avait justement un gros mot que vous allez m'expliquer, Éric Heyer, chez les économistes, c'était la désinflation compétitive. Alors voilà, effectivement, à ce moment-là, parce qu'il y avait un autre gros mot qui arrivait, c'était la stagflation, c'est-à-dire qu'il y avait de l'inflation et pas de croissance économique parce qu'on était obligé d'augmenter les taux d'intérêt et donc ça cassait la consommation et l'investissement, donc pas de croissance et de l'inflation. Et donc on s'est mis en tête qu'il fallait, et toutes les banques centrales, réduire cette inflation en dessous de 2%, ou en tout cas vers 2%. Et donc, c'est ce moment où quand vous passez de 14% d'inflation à 2% d'inflation, on appelle ça de la désinflation, pas de la déflation. La déflation, c'est quand les prix deviennent négatifs, pour effectivement retrouver un peu de compétitivité. Et donc, c'est toute la politique de désinflation compétitive qui a coûté très cher, en fait, parce que c'était des efforts qu'on avait demandé. Et oui, parce que donc elle a été très critiquée. Pourquoi? Parce qu'a priori, on pourrait se dire, c'est bien qu'il y ait moins d'inflation. Oui, c'est bien, mais il y a tout de même quelqu'un, un acteur qui doit engranger la perte. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'inflation et que vous ne voulez pas que les salaires progressent aussi vite, sinon cette fameuse boucle prix-salaire s'enclenche, il va falloir que vous allez demander à quelqu'un un effort. Et on a demandé aux consommateurs salariés un effort en disant, voilà, l'inflation est là, mais ce qu'on va faire, c'est que les salaires ne vont pas progresser au même rythme que l'inflation, donc tu vas perdre en pouvoir d'achat. Et ça, c'est pour le bien des générations futures, puisque ensuite l'inflation sera maîtrisée, et donc du coup, les générations futures n'auront pas à perdre en pouvoir d'achat. Donc on a demandé un effort,
un effort aux salariés. Bon, ça a marché dans le sens... Le sacrifice a fonctionné. Alors oui, parce qu'effectivement, depuis les années 90, on n'a plus d'inflation, ou en tout cas l'inflation est maîtrisée aux alentours de 1,5% en zone euro. Et donc on vit dans un monde où finalement l'inflation étant stable, on peut finalement se projeter assez facilement et savoir que globalement les taux d'intérêt peuvent être relativement raisonnables aux alentours de 1,5-2%. Et donc on a un peu moins ce qu'on appelle d'illusion nominale, c'est-à-dire savoir de combien va être l'inflation demain. On sait que ça sera à peu près entre 1,5 et 2%. Et donc pour préparer sa retraite, pour préparer ses projets d'investissement, c'est plus simple. Le problème, c'est que là, on est revenu dans une période d'inflation mal maîtrisée, parce qu'on pensait que c'était que transitoire. Et donc, là, les banques centrales essayent de reproduire cette idée en disant attention à la boucle prix-salaire. Et donc, si les salaires venaient à augmenter trop vite, je devrais augmenter les taux d'intérêt pour casser cette reprise. Mais attention à la stagflation. Alors, les taux d'intérêt augmentent effectivement, et ça, c'est une mauvaise nouvelle, par exemple, pour ceux qui voudraient acquérir une maison, un logement, car les prix sont hauts et avec ces prix hauts, ils sont rehaussés par le coût des crédits, Éric Heyer. Oui, alors pour l'instant, effectivement, il y a des hausses de taux qui sont enclenchées à la fois aux États-Unis, au Royaume-Uni et très faiblement quand même en zone euro. La zone euro est quand même bien en retrait par rapport à ce qui peut se passer ailleurs dans les pays anglo-saxons. Alors il faut quand même dans ces pays-là, les taux d'intérêt doivent être mis en relation avec l'inflation. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, certes, augmentent, mais moins vite que l'inflation. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un peu un gros mot là aussi, mais les taux d'intérêt réels, mais c'est ça qui compte, sont plutôt négatifs. C'est-à-dire qu'on a des taux aujourd'hui qui augmentent, mais par rapport à l'inflation, ils sont beaucoup plus bas. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore une mauvaise opération que d'aller s'endetter. C'est ça, il faudrait faire un appel aux auditeurs pour qu'ils s'endettent le plus vite possible. Alors oui, alors attention tout de même. En fait, l'idée, c'est pourquoi vous vous endettez toujours. C'est pareil pour les États. C'est-à-dire que effectivement, les conditions pour s'endetter sont encore raisonnables, puisque les taux d'intérêt, compte tenu de l'inflation, sont plutôt bas. Mais attention est-ce que vous achetez au bon prix votre bien immobilier ou dans quel projet vous voulez vous endetter. Mais dans les années 70, on considérait qu'il était économiquement rationnel de s'endetter puisque l'inflation diminuait, bien entendu, les taux d'intérêt. Alors, oui, bien entendu. Quand vous avez une inflation très élevée et des taux d'intérêt qui sont un peu plus bas, c'est plutôt une bonne idée que de s'endetter. Alors, attention tout de même. Imaginons que l'inflation revienne à un niveau d'avant-crise. Alors, attention, si vous êtes endetté à taux fixe, vous pouvez faire une très mauvaise opération. Donc, c'est là où il faut quand même un tout petit peu se méfier. À taux variable, c'est une très bonne idée. À taux fixe, attention aux projections d'inflation. À taux variable, on a vu des gens aussi être dans des situations financières scabreuses avec les taux variables. C'est plus dangereux. Effectivement, c'est un peu plus dangereux. Mais là, aujourd'hui, on peut considérer que l'inflation est aujourd'hui transitoire dans le sens où les niveaux de prix vont rester élevés, mais la progression va redevenir un peu plus raisonnable. On ne va pas rester à 5% pendant le quinquennat. Donc attention à ne pas s'endetter à des taux non plus trop élevés à taux fixe. Éric Heyer, il y a une sorte de croyance chez les économistes qui disent que quelque part dans la galaxie, il y a toujours de l'inflation. Alors aujourd'hui, elle est assez facile à voir, cette inflation, il suffit d'aller dans un supermarché. Est-ce qu'il peut y avoir concomitamment de l'inflation dans les supermarchés, autrement dit dans les produits de consommation courante et dans les actifs, parce que la période que nous avons traversée, c'est une période complètement folle. On a vu donc une économie arrêtée avec le Covid et pour autant des actifs, notamment les actifs financiers qui montaient et les actifs immobiliers sans raison évidente. Alors, oui, c'est vrai que c'était une des singularités de cette crise. Habituellement, pendant une crise, on va dire que les ménages modestes perdent parce qu'ils perdent leurs revenus et donc ils perdent leur salaire. Et les ménages aisés perdent parce que leur patrimoine s'effondre, soit par une crise financière, soit par une crise immobilière. Là, cette crise a été très singulière parce que, d'une part, on a maintenu peu ou prou le taux de chômage, d'accord ? Donc, les modestes n'ont pas beaucoup perdu, mais les ménages aisés, eux, non seulement n'ont pas perdu, mais ils ont gagné. Ça, c'est vraiment une singularité. C'est-à-dire que les prix, effectivement, des actifs, que ce soit les bourses ou les biens immobiliers, ont très fortement progressé pendant la crise. Et ça, c'est un peu lié à la politique des banques centrales qui ont injecté énormément de liquidités. Et cette liquidité-là est allée en partie dans les bourses ou dans les biens immobiliers. Donc, on a eu effectivement assez peu d'inflation des biens de consommation et une augmentation des prix des biens de l'immobilier ou des actifs financiers. Et ça, les biens immobiliers
l'immobilier, c'est important parce que globalement, pour les ménages aisés, c'est bien parce que votre patrimoine prend de la valeur. Pour les ménages modestes, c'est un peu moins bien parce que, bien entendu, puisque le prix de l'immobilier a augmenté, les propriétaires demandent des loyers aussi un peu supérieurs. Et donc, pour les ménages qui ne sont pas propriétaires, c'est une augmentation de leur prix. Avec aussi, donc là aussi, des tensions qui sont apparues. Je lisais dans le Financial Times qu'il y avait de plus en plus de tensions sur les marchés locatifs dans les villes, ce qui tend complètement à inverser le discours qui disait qu'après le Covid, les gens iraient tous à la campagne. C'est pas du tout ce qui se produit et il y a de plus en plus de ménages qui ont des difficultés à trouver des logements dans les grandes villes. Oui, aujourd'hui, le problème du logement est un problème majeur, et surtout dans les grandes villes. Et donc, effectivement, on peut même considérer que le problème du logement, aujourd'hui, aurait dû être central au cours de cette campagne, puisque c'est un problème de pouvoir d'achat. C'est aussi un problème d'intégration sur le marché du travail. On sait que quand on est mal logé, on a des difficultés à s'intégrer sur le marché du travail. Quand on est mal logé, les enfants échouent dans leur scolarité. Donc, effectivement, le logement reste aujourd'hui le premier poste du coût pour les ménages. Et donc, si vous voulez faire une politique à la fois de pouvoir d'achat, mais aussi de plein emploi pour la bonne intégration sur le marché du travail, c'est sans doute la meilleure des politiques économiques à faire. Alors, il y a quand même quelque chose qui baisse, et ce quelque chose, ce sont les valeurs technologiques. Google, Amazon ont vu, avec des proportions différentes, leur cours de bourse diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Amazon, par exemple, a vu son cours considérablement augmenter, je crois une multiplication par 2 pendant la période du Covid. Qu'est-ce que ça signifie, Éric Heyer? Je pense qu'il faut quand même être très prudent avant de dire que ça baisse. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, ce qui était très étonnant, c'est que alors qu'on retrouve à peine les niveaux d'avant-crise en termes d'activité, les marchés boursiers étaient très au-delà euphorique. Et donc, c'est quand même très étonnant, parce que normalement, il y a bien un rapport entre l'activité et les cours boursiers. Et donc, là, on pouvait penser qu'il y avait une anticipation d'activité très forte dans ces grandes entreprises. Bon, là, il y a une toute petite correction. Encore une fois, c'est une toute petite correction. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a encore une petite bulle technologique, même s'il y a un début de correction. Éric Heyer, vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. On a fait de l'économie pour évoquer la hausse des prix. On va faire de l'économie et de la politique pour envisager cette hausse des prix dans quelques instants. Vous serez rejoint par Brice Teinturier, il est directeur général délégué d'Ipsos France. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer la hausse des prix. Nous sommes avec vous, Éric Heyer. Vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. On vous doit notamment Une autre voie est possible, coécrit avec Dominique Méda et Pascal Loquiec, et c'est paru chez Flammarion. Vous nous avez expliqué dans quelle mesure on assistait à un phénomène en rupture avec la période que nous avons traversée pendant le Covid. Comment ces augmentations de prix allaient poser, bien entendu, un problème de pouvoir d'achat extrêmement présent aujourd'hui dans l'esprit des ménages. Et justement, on va évoquer les conséquences politiques de cette hausse des prix avec vous, Brice Teinturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France. Alors, tout d'abord, Brice Teinturier, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat pendant la présidentielle. Est-ce que vous avez vu la conséquence de ce thème dans le vote des Français ? Indirectement, ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat faisait partie des préoccupations ultra dominantes des Français et de l'électorat. Ce que nous savons aussi, c'est que les Français considèrent que les responsables politiques ont des marges de manœuvre pour lutter contre le pouvoir d'achat, améliorer le pouvoir d'achat. Ils nous le disent à plus de 70%, et ils pensent notamment au biais de la fiscalité, au biais de mécanismes de protection. Donc c'est un sujet qui peut véritablement jouer dans le vote. Mais il faut encore une troisième condition. Il ne faut pas simplement que ce soit un sujet de préoccupation, que les responsables politiques aient des marges de manœuvre. Il faut encore qu'ils s'affrontent sur la façon de mobiliser, de protéger ou d'augmenter ce pouvoir d'achat. Et il faut donc une controverse et pas simplement un thème de préoccupation. Et là, les choses sont moins claires. Qu'est-ce qui fondamentalement différencie aux yeux des Français l'approche de Marine Le Pen ou l'approche d'Emmanuel Macron en matière de pouvoir d'achat? Ce n'est pas si évident.
On en a vu l'esquisse au moment du débat entre ces deux responsables sur des mécanismes de baisse de TVA ou au contraire de protection ciblée et temporaire. Mais c'est ça qui fait que le pouvoir d'achat, tout en étant présent, ne peut évidemment pas à lui seul expliquer la victoire d'Emmanuel Macron. Avec une transformation, enfin je vous laisserai d'ailleurs qualifier les choses, Brice Teinturier, le Rassemblement national transformé en parti du pouvoir d'achat. C'était en tous les cas une des tentatives de Marine Le Pen, à côté de son thème fondateur et toujours présent, l'immigration, d'y ajouter la problématique du pouvoir d'achat, puisqu'elle était devenue centrale, notamment dans les milieux populaires. Mais du coup, avec ces deux thèmes, et l'électorat du Rassemblement national a été vraiment profondément divisé sur ces deux thèmes, en faisait deux priorités, mais à la fin même, le pouvoir d'achat l'emportait sur l'immigration, contrairement à l'électorat d'Éric Zemmour, qui lui a toujours mis la crise identitaire en numéro 1. Oui, Marine Le Pen a essayé de pousser cette problématique du pouvoir d'achat en pensant qu'elle lui serait favorable. La réalité est qu'elle ne lui a pas été si favorable que cela. Pourquoi justement, si vous pouviez développer à cet égard, parce que déjà c'était, disons, une belle prouesse en matière de communication politique de faire... disons, de faire évoluer les thèmes sur lesquels le Rassemblement national a l'habitude de prendre la parole. Et je crois avoir vu dans une étude que vous aviez menée, Brice Teinturier, le fait que précisément cela permettait aussi à Marine Le Pen de passer pour proche des préoccupations des Français. Elle comprenait bien les citoyens. Oui, et c'est incontestablement un des marqueurs les plus forts dans cette campagne électorale de Marine Le Pen. Elle a su donner le sentiment, non seulement qu'elle voulait changer les choses, mais qu'elle comprenait, et bien mieux qu'Emmanuel Macron, ce que les Français éprouvaient. Mais là-dedans, il y a la problématique du pouvoir d'achat, mais pas uniquement la problématique du pouvoir d'achat. Et si vous allez sur un sujet économique, comme le pouvoir d'achat, ce qui était relativement nouveau malgré tout pour le Rassemblement national, il faut alors avoir une argumentation et une crédibilité extrêmement forte. Et c'est là où elle a peiné. Et c'est là où le débat, même s'il n'a été vu que par 15 millions de Français, a été une sorte de révélateur. Quand on pousse l'argumentation et le programme du Rassemblement national sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'énergie, sur la question aussi du rapport à l'Europe, puisque tout cela est lié, eh bien on en voit où les Français en ont vu les faiblesses. Donc oui, elle avait raison d'aller sur ce terrain, de ne pas se limiter au seul levier de l'immigration, qui n'était plus du tout le thème central dans cette présidentielle, mais encore eût-il fallu qu'elle développât une problématique et une argumentation beaucoup plus crédible que celle qu'elle avait en magasin. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Gaillard, vous qui êtes économiste, quel regard portiez-vous sur ces programmes? Est-ce qu'il y avait véritablement une tentative dans le programme du RN de prendre en charge la question du pouvoir d'achat, tandis que dans les autres programmes, eh bien, cela aurait été plus ou moins bien fait? Alors, quand on regardait les programmes, alors il faut toujours un peu se méfier des programmes, c'est souvent des Bon, mais des- on des- a des souvent promesses, que les mais- programmes oui, aussi. mais on n'a que les programmes, vous avez raison. En fait, on ne peut pas dire que c'était dans le programme du RN où il y avait le plus d'efforts pour le pouvoir d'achat. On voit que dans le programme, admettons, de France Insoumise, le pouvoir d'achat et les moyens pour le soutenir étaient bien plus importants. Mais alors, pourquoi on pense que c'est le RN qui en faisait un peu plus sur le pouvoir d'achat? Parce qu'elle avait ce thème unique, ça a été dit par Brice Teinturier. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'était vraiment l'axe central et donc, globalement, elle ne parlait quasiment que cela dans son programme et dans son volet économique, tandis que dans les autres programmes, que ce soit celui de France Insoumise ou d'Emmanuel Macron, il y avait d'autres préoccupations et notamment les préoccupations de la transition écologique, de l'investissement dans les services publics et donc c'était un peu dilué alors que dans celui de Marine Le Pen, c'était vraiment le sujet central. Alors ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que quand vous mettez tout sur un sujet, on a l'impression que vous en faites plus, mais en fait, quand on regardait de près, c'était pas davantage, et c'était surtout au détriment d'autres sujets. C'est-à-dire que, vous voyez, une de ses mesures principales pour le pouvoir d'achat, c'était 12 milliards qu'elle comptait le donner par cette mesure, c'était de baisser la TVA sur l'énergie. Vous voyez, ça, c'est au détriment de la transition écologique, parce que effectivement, vous poussez à consommer des biens qui polluent, et c'était contraire
à l'Europe, puisqu'on n'avait pas le droit, dans une directive européenne, de le baisser en deçà de 15%. Donc, vous voyez, ça pouvait aussi indiquer que, on ne s'inquiétait pas de la transition écologique et, finalement, les règles européennes n'étaient pas non plus une préoccupation. Et ça peut inquiéter, parce que vous dites, attention, si on doit sortir de l'Europe, il est possible que le pouvoir d'achat baisse, parce que qu'est-ce qui va se passer sur notre taux de change, qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'était les préoccupations. Et puis la transition écologique est quand même été un élément aussi extrêmement principal dans cette campagne. Brice Teinturier, il faut quand même que je vous embête, que je vous rappelle par exemple que le candidat qui a été élu à la présidentielle, Emmanuel Macron, n'était pas, je crois, le candidat qu'on présentait comme étant le candidat du pouvoir d'achat. Est-ce que ça n'invalide pas cette supposée obsession des Français pour l'inflation ? Non, pas du tout, puisque, encore une fois, il n'y a pas un thème unique d'abord qui a joué, parce qu'il n'y avait pas une controverse, même si la préoccupation était majeure. Et donc Emmanuel Macron l'a emporté parce qu'il est apparu plus crédible sur de très nombreux autres thèmes. On vient de l'évoquer d'ailleurs. Sur de très nombreux autres thèmes, y compris d'ailleurs sur le thème de l'économie, comme le suggérait, ou aurait pu le suggérer Éric hier quand il disait que la sortie de l'Europe, enfin bref, d'autres conséquences du programme du RN pouvaient être redoutées économiquement. Mais je partage tout à fait ce qu'a dit Éric hier à l'instant. C'est-à-dire que la problématique et la crédibilité économique d'Emmanuel Macron ne se ramenaient pas à la seule question du pouvoir d'achat. Il y avait le rapport à l'Europe, la politique énergétique, donc la question du nucléaire, associée à la transition environnementale. Donc plusieurs thèmes, de nombreux thèmes autour de la politique économique ont joué en faveur d'Emmanuel Macron. Et puis n'oublions pas que dans cette campagne électorale, vous avez vu monter une dimension majeure, beaucoup plus importante que précédemment, qui est la capacité à faire face aux crises. Ça, c'était la deuxième attente, nous disaient les Français, à l'égard d'un président de la République, qu'il soit capable d'écouter et de comprendre les Français. Marine Le Pen marquait des points sur cette dimension, mais qu'il soit aussi capable d'affronter des crises graves. Et là, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'écart était gigantesque. Du coup, la pandémie, l'Ukraine, la crise des Gilets jaunes aussi, même si Emmanuel Macron en est largement à l'origine, ces trois crises-là ont donné le sentiment aux Français qu'ils avaient en sa personne quelqu'un capable d'affronter les crises. Donc vous le voyez, ce n'est pas uniquement le pouvoir d'achat, ce n'est pas un thème comme le pouvoir d'achat à l'intérieur d'un thème plus large que sont les questions économiques, c'est tout cela qui a joué et d'autres éléments encore. Alors maintenant, je vais vous faire une remarque, voire une critique. Brice Teinturier, celle-ci a été formulée par Patrick Buisson, qui ne travaille pas pour Ipsos, qui est plutôt un intellectuel proche de l'extrême droite, voire qu'on pourrait qualifier comme étant d'extrême droite. Et celui-ci disait dans une interview au point, je vous le dis en substance, il disait, en fait, la question du pouvoir d'achat est une fausse question. Évidemment, quand on la pose aux personnes, ils répondent qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat, mais en réalité, c'est une manière très consumériste d'envisager les individus. Ils votent pour toute autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ce sont les mêmes balivernes que Patrick Buisson raconte depuis des années. Il nous a dit exactement la même chose au lendemain de l'échec de Nicolas Sarkozy. Donc, il est constant dans sa problématique, mais la difficulté, c'est qu'il ne démontre rien, au contraire. Il part d'un présupposé que seules les questions régaliennes seraient aux yeux des Français, importantes et clivantes. Sauf qu'il ne le démontre absolument pas. Et il convoque pour cela une théorie un peu curieuse des biais cognitifs. C'est ce qu'il faisait il y a quelques années, ce qu'il continue à dire. Mais ces biais, soit ils existent, soit ils n'existent pas. Or, le chômage, par exemple, a totalement régressé chez les Français, ce qui est incompatible avec la théorie de Patrick Buisson. En réalité, il n'y a pas de démonstration dans ce qu'il dit. Il y a une série d'affirmations. Et encore une fois, on voit mal pourquoi les Français considéreraient que les politiques sont plus capables de lutter contre l'insécurité et l'immigration que sur le pouvoir d'achat, alors qu'ils ont parfaitement conscience des mécanismes de protection ou des leviers donnés par la fiscalité qui peuvent justement permettre d'agir sur le pouvoir d'achat. Donc on est dans une succession de parataxes, pas nouvelles, chez Patrick Buisson, mais sincèrement qui témoigne plutôt de son incapacité à véritablement et
de manière argumentée, comprendre ce que les Français mettent en avant et pourquoi. Oui, ou alors plus exactement de ses obsessions. Alors là, je vais vous demander également d'éclaircir un rapport, parce que vous venez de l'évoquer, Brice Teinturier, je vais donner la parole là-dessus à Éric Heyer. Il y a effectivement un lien empirique, en tout cas je l'ai toujours constaté, plus on parle de pouvoir d'achat, moins on parle de chômage, et réciproquement dans le discours politique aujourd'hui. Donc c'est le thème du pouvoir d'achat qui est souligné avec le plus de force. Est-ce que cela permet à tort d'oublier le chômage? Est-ce qu'effectivement la situation sur le front de l'emploi s'est considérablement améliorée et permet que l'on se concentre sur d'autres questions, Éric Heyer? Non, enfin, on a envie de dire qu'effectivement, c'est souvent soit le pouvoir d'achat, soit le chômage qui sont en numéro 1 ou numéro 2 en termes en termes économiques, de thématiques économiques. Alors là, effectivement, puisque ça allait mieux sur le front du chômage, l'idée c'était est-ce que lorsqu'on est dans l'emploi, on a un travail qui nous permet de gagner du pouvoir d'achat? Parce que globalement, effectivement, c'était ça un peu la mesure qui distinguait Emmanuel Macron de Marine Le Pen. C'était que pour Emmanuel Macron, on allait redonner du pouvoir d'achat en grande partie en accédant au plein emploi, c'est-à-dire qu'on allait donner en donnant un travail à tout le monde. Bon, voilà, c'est peut-être cela la vraie question dans le questionnement qu'on peut avoir avec le programme d'Emmanuel Macron. C'est est-ce qu'on est sûr qu'on pourrait arriver au plein emploi avec ces mesures-là? Et surtout, est-ce que le plein emploi est un plein emploi de qualité qui permet à chacun de vivre de son travail et de gagner en pouvoir d'achat si tel était le cas? Et donc ça, c'était effectivement une décision et une préoccupation des Français. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de baisse du chômage qui est assez rapide et qui peut s'expliquer pour des raisons démographiques aussi. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire baisser le chômage que cela était le cas il y a au quinquennat précédent, puisqu'il y a beaucoup plus finalement de sortants et de personnes qui partent à la retraite qu'à une certaine époque. Et donc la question, c'est maintenant, est-ce qu'on gagne au pouvoir d'achat? Et aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat est un peu plus importante parce qu'effectivement, l'inflation est revenue. Et donc, ce n'est pas que les revenus qui sont importants, c'est aussi l'augmentation des prix. Et alors, faire baisser, Brice Teinturier, même question. Le thème du chômage est-il moins mobilisateur, en tout cas aujourd'hui, que le thème du pouvoir d'achat? Oui, je le crois. D'abord, la baisse de l'emploi comme préoccupation principale des Français est survenue bien avant la montée en puissance du pouvoir d'achat. Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a vu, et c'était une révolution par rapport aux 20-25 dernières années, on a vu l'emploi baisser substantiellement dans les préoccupations et se mettre au même niveau que la transition environnementale, les retraites, l'immigration. Souvenez-vous, au moment des régionales, on avait beaucoup le thème de la délinquance et de l'immigration qui ensuite a baissé. Donc les deux ne sont pas absolument corrélés. Ensuite, quitte à choisir, entre guillemets, entre l'emploi et le pouvoir d'achat, je pense que le pouvoir d'achat est bien plus mobilisateur dans une élection que l'emploi. Et que de nombreux présidents de la République ont été réélus malgré de piteux résultats en matière d'emploi, alors que le pouvoir d'achat est toujours ce qui a détruit le bilan de certains sortants. Pensez à Lionel Jospin, il n'y avait pas que la sécurité dans son échec, il y avait la question du pouvoir d'achat, mais pensez aussi et peut-être surtout à François Hollande, l'augmentation de la fiscalité dès son arrivée au pouvoir a été son caillou dans la chaussure jusqu'au bout, et donc le pouvoir d'achat reste un thème absolument fondamental et indépendant des questions d'emploi pour les Français quand il s'agit de choisir, n'en déplaise encore une fois à Patrick Buisson. Mais alors, justement, est-ce que c'est un thème plutôt caractérisé comme étant un thème de gauche, tandis que la diminution du chômage serait plutôt un thème de droite? Je dis ça avec tous les guillemets qui s'imposent, tout simplement parce que le thème de la diminution du chômage s'accompagne souvent d'appel à l'effort, à la rigueur, bref, un discours qui est souvent plutôt celui de la droite gestionnaire. C'était le cas pendant longtemps où effectivement on avait la droite qui se positionnait plutôt sur la question de la croissance, de la baisse du chômage, de l'emploi en général, et une gauche qui était plutôt sur des mécanismes de redistribution ou de protection en matière de pouvoir d'achat. Mais les choses ont évolué, et elles ont évolué, on va dire, dès le début des années 2000, et en particulier avec Nicolas Sarkozy, qui a fait de la question du travail et du pouvoir d'achat quelque chose qui pouvait être relié à la baisse de la fiscalité, et du coup qui n'a pas construit comme cela une opposition aussi manichéenne entre travaillons d'abord sur la croissance,
Et ensuite, on verra comment on protège assez mécaniquement le pouvoir d'achat des Français. Il a davantage associé les deux. Et dans cette campagne présidentielle, ce qui a été tout à fait frappant, c'est de voir à quel point la droite, précisément, la droite classique, traditionnelle de Valérie Pécresse, ne faisait pas de la question de la croissance son moteur essentiel, notamment pour ensuite renforcer le pouvoir d'achat des Français. Des mesures directes étaient proposées pour protéger les Français de l'augmentation du coût de l'énergie notamment, et donc de ce qui se passait au niveau du pouvoir d'achat. Ce qui a conduit à une forme de brouillage, je crois. Où on a eu le sentiment que tous les candidats étaient peu ou prou sur le pouvoir d'achat, avec plus ou moins d'exclusivité ou de puissance, que tous les candidats sortaient telle ou telle mesure, et les Français avaient du mal objectivement à s'y retrouver. On le voyait très bien dans les enquêtes, ils étaient incapables d'attribuer précisément des mesures de protection du pouvoir d'achat à des candidats et de faire véritablement la différence. Éric Heyer, je vous ai vu, hein, vous avez fait la moue quand j'ai expliqué qu'il y avait plutôt un discours de droite sur la réduction du chômage et plutôt de gauche. Non, mais ça a bien été dit par Brice Teinturier. C'est effectivement, il y a une petite rupture avec la loi TEPA, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy en 2007, où là, finalement, ça se retrouve. Peut-être que, pour moi, la différence entre la gauche et la droite, potentiellement en termes de pouvoir d'achat, c'est tout ce qui est lié aux services publics. C'est-à-dire que ça, on a quand même du mal à le mesurer, mais les services publics peuvent, quelque part, donner du pouvoir d'achat sans vraiment que ça se voit sur votre compte en banque. Et ça, c'est investir dans les services publics. Ça permet de réduire énormément les inégalités et donner du pouvoir d'achat à des personnes de façon non monétaire. Et ça, je pense que ça reste encore une différence entre un discours de gauche et un discours de droite, c'est-à-dire investir dans la santé, investir dans l'éducation, mais publique, pour redonner du pouvoir d'achat. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de convergence avec, effectivement, soit le travailler plus pour gagner plus, mais qui était un peu la loi TEPA, mais aussi des mesures directes de soutien du pouvoir d'achat. Et donc, il y a le plein emploi qui reste un objectif pour tous les candidats et un maintien du pouvoir d'achat, mais c'est l'investissement dans les services publics qui reste encore une ligne qui est un peu une ligne de fracture entre les deux. Alors, à la suite des présidentielles, il y a bien entendu les élections législatives. Brice Teinturier, mon camarade Frédéric Saïs, a fait son billet politique autour de ce thème. Il a expliqué qu'il y aurait donc 3 grands blocs, avec peut-être des partis intercalaires qui pourraient avoir leur importance si d'aventure ils doivent servir de pivot. Mais si on se concentre sur ces 3 grands blocs, est-ce que vous pensez que les discours qui vont être portés par chacun de ces blocs seront dans la continuité de ce qu'ils ont été au présidentiel, bref, avec l'utilisation là aussi pour certains d'entre eux du thème du pouvoir d'achat? Oui, je crois que ce thème va rester. Il était présent à la présidentielle, il ne peut pas disparaître dans les élections législatives. Il ne sera pas encore une fois le thème exclusif, mais il va rester. La grande différence, malgré tout, même si vous avez effectivement 3 blocs, même si entre ces 3 blocs, il est extrêmement difficile d'exister, la grande différence, c'est que vous n'êtes plus porté par une incarnation, comme c'est le cas au moment de la présidentielle. Alors Jean-Luc Mélenchon a beau dire d'essayer de faire croire qu'on élit le Premier ministre, c'est de la communication pour justement garder la force qu'il avait durant la présidentielle. Alors, qu'il s'agisse évidemment d'un slogan de campagne, effectivement, c'est le cas, mais au-delà de ça, l'enjeu pourrait être perçu comme étant la possibilité d'avoir une cohabitation, Brice Teinturier? Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous votez dans 577 circonscriptions, donc vous votez à chaque fois pour des candidats, d'où l'importance d'ailleurs, compte tenu du mode de scrutin, d'avoir une union à gauche et une union totale. Vous ne votez pas, malgré tout, pour élire directement un président ou un Premier ministre. Donc ce n'est pas la même chose, vous n'avez pas la même force pour articuler un bulletin de vote à l'élection d'une personne. Encore une fois, c'est une métaphore, c'est une image qu'utilise Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une image inexacte et les Français en sont conscients. L'autre élément aussi absolument central, c'est la question de la mobilisation, c'est la question de l'abstention. Or, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est un électorat plutôt jeune, plus populaire en tous les cas que celui d'Emmanuel Macron. La même chose vaut pour le Rassemblement national. Donc ces 2 forces auront malgré tout du mal à engranger les succès qu'elles ont obtenus au moment de la présidentielle dans les circonscriptions, à les convertir au même niveau. Et alors justement, si on poursuit dans ce registre-là, le fait qu'il n'y ait pas d'union à l'extrême droite, cette fois-ci, est-ce que ça signifie
quelque chose sur les capacités donc, de ce bloc justement à se constituer en bloc, Brice Teinturier? Est-ce que c'est une erreur stratégique ou bien est-ce que c'est, je ne sais pas, la volonté par exemple du RN d'effacer Reconquête? Je crois qu'il y a d'abord la volonté d'effacer Reconquête, de l'écraser. Le rapport de force de la présidentielle, de toute façon, plaît dans ce sens. Et puis, les remarques constantes de Reconquête face au Rassemblement national et d'Éric Zemmour face à Marine Le Pen ont achevé de couper les ponts et de blesser. Souvenez-vous quand Éric Zemmour disait que Marine Le Pen aimait les chats et que lui aimait les livres. À des critiques politiques, vous rajoutez des humiliations personnelles. Donc tout cela va se payer. C'est un choix personnel, vous savez, Brice Teinturier. C'est un choix absolument On en connaît personnel. même qui aiment les chats, les livres aussi. Et les deux ne sont pas forcément incompatibles. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez mais peut-être du un chat coup- d'ailleurs. Du coup, le Rassemblement national va, à l'évidence, essayer de tout faire pour écraser définitivement Reconquête au moment des législatives. Je pense qu'il va y parvenir, tout simplement. Mais la difficulté du Rassemblement national, c'est toujours la même au moment des législatives. C'est son incapacité à nouer des alliances avec d'autres forces politiques. Là, on a évoqué Reconquête, mais dans un second tour, pour pouvoir passer la barre des 12,5% des inscrits, être qualifié, puis l'emporter, eh bien, il faut nouer des alliances. C'est ce qui est en train de s'esquisser à gauche, et c'est ce qui ne se fait absolument pas du côté du Rassemblement national. Donc là aussi, le RN aura beaucoup de mal à transformer, au moment des législatives, son bon score de la présidentielle, et vous verrez que nous entendrons à nouveau la critique du déni de démocratie. Éric Heyer, un mot de conclusion. Est-ce qu'il faut croire les politiques dans leur capacité à restaurer du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est une promesse qui peut être tenue? À très court terme, oui, on peut très bien faire des mesures de très court terme qui soutiennent le pouvoir d'achat. À moyen terme, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, ça dépend de la situation effectivement et des différentes crises. On ne va pas passer un quinquennat sans crise, je crois que c'est assez clair là-dessus. Et la capacité aussi à les négocier en Europe, des règles budgétaires qui nous permettent d'avoir des marges de manœuvre un peu plus importantes. Donc, je dirais à très court terme, pourquoi pas, mais à moyen terme, c'est une grande négociation et un grand effort qu'il va falloir faire pour redonner du pouvoir d'achat. Parce que, attention, le pouvoir d'achat, vous voyez, on sort d'un quinquennat où finalement le pouvoir d'achat était plutôt maintenu. Mais vous voyez, on a l'impression qu'on n'en a jamais assez ou que les autres en ont plus que soi. Et donc, vous voyez, c'est un thème qui est très difficile à finalement satisfaire parce que globalement, on ne sait pas jusqu'où on peut aller sur le soutien du pouvoir d'achat. Merci beaucoup, Éric Heyer. Je rappelle que vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez notamment publié Une autre voie est possible en compagnie de Pascal Loquiec, Dominique Méda. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Brice Teinturier. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France.